Bonjour à toutes et à tous, enchanté. Ludovic Leclerc, cofondateur de Kero. Je vous remercie d'être présent cet après-midi. On va passer 20 minutes ensemble, 20 minutes pour parler hybridation, notamment pour les organismes de formation. Je ne suis pas là pour présenter une solution, je vais essayer de partager les choses métiers et puis on verra un petit bout de notre côté. Un petit sondage parmi vous, qui est organisme de formation ou formateur indépendant? On lève bien. C'est bon, la règle est respectée, la majorité des OF sont présents. C'est super. Le petit suivant, je crois que c'est ça. Très bien. Alors, hop, on va revenir en arrière. Je vais quand même prendre 2 minutes pour me présenter quand même, parce que ça serait dommage. Donc, Kero, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de la formation professionnelle. On est nous-mêmes organisme de formation. Donc, on a appris en marchant. On est passé de quelques centaines de stagiaires par an. 15 ans plus tard, on est à plus de 11 000 stagiaires par an. Et donc, le numérique nous a toujours aidé à franchir des paliers pour gagner en productivité. Aujourd'hui, les 11 000 stagiaires sont gérés par 4 personnes au niveau de la gestion des sessions. Pour gagner en expérience pédagogique, je ne vais pas resoumettre le même parcours de formation tous les ans au même client. Et ensuite, pour gagner en qualité, on n'a pas attendu Calliope pour faire de la qualité. Vous verrez, je ne suis pas un gros fan de Calliope. Allez, on démarre sur la séquence. Je vais rappeler 2 chiffres clés que j'ai trouvés comme ça. Merci ChatGPT. Ouais, voilà. En 2023, c'était l'intérêt pour l'hybridation selon l'étude LinkedIn. 58% des répondants au sein des organismes de formation le considéraient comme un sujet important. J'ai trouvé ça assez pertinent de vous partager ça. Le deuxième point, c'est l'hybridation. Et 30% d'engagement supplémentaire pour des parcours de formation qui sont hybrides. Voilà, c'est quand même assez important à ce niveau-là. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si vous êtes d'accord, on est bon. Alors, je vais vous rappeler, ça peut paraître basique, hein, mais rappeler quelles sont les modalités qui peuvent construire un parcours hybride. Souvent, on pense vraiment à 2-3 cas de figure, mais il y a plein de cas possibles. Donc, on va regarder d'abord, bien sûr, le distanciel, du e-learning. Hein, vous avez vu tous les confrères. Ils vendent du contenu, des LMS, la classe virtuelle, côté synchrone, webinar ou des masterclass. Ça aussi, ça se vend pas mal. La partie social selling, donc la partie social selling, ça va être aussi bien vos alumni, si vous animez une communauté avec vos anciens élèves au sein de votre organisme de formation, un groupe LinkedIn, ou si vous avez créé un Slack avec des groupes de discussion par thématique, etc. Le micro-learning également, donc ça c'est aussi une composante, voilà, on va être dans la récurrence au quotidien. Aujourd'hui on n'apprend plus une fois, on apprend tous les jours. Donc une action de 5 minutes. Si on peut le combiner un peu avec de micro-doing, une petite action de connaissance, j'essaie de la mettre en pratique. Ça, c'est important. Sur la partie présentielle, on va rappeler des ateliers. Je mets en pratique, je ne viens pas juste apprendre des choses, je mets en pratique en séance tenante. La partie séance de co-développement, on n'y pense jamais assez. Mais en fait, le entre pairs, c'est important dans l'hybridation. Donc je suis entre 2, 3, 4 collègues, on essaye de trouver une résolution à un problème ou trouver une solution tout court. Donc ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage et d'un parcours un peu hybride. On va être aussi sur le coaching individuel ou collectif. Aujourd'hui, je viens plus juste 2 jours en formation, j'ai un accompagnement dans le temps et donc mon impact, il est supérieur. Voilà, troisième. La partie hybride spécifique. Donc le blended aujourd'hui que l'on connaît, c'est je fais un peu de classe virtuelle, je suis venu mettre quelques documents ou une séquence SCORM et j'ai un premier parcours, une première version d'hybride, voire je fais moitié classe virtuelle, moitié présentielle. C'est déjà une première approche. L'hybraction, c'est quoi? C'est plus pour les apprentis, les alternants. En fait, je suis dans une phase d'apprentissage versus une mise en application. Et puis, sans oublier la partie évaluation. Donc, l'évaluation classique, hein, ce que vous faites tous, hein, des tests de connaissances ou de compétences, ce n'est pas la même chose, avant, pendant ou après la formation. Donc, ça, c'est ce premier point-là. C'est pour évaluer l'impact, c'est important aussi de le faire quelques temps plus tard, hein, 3 mois plus tard, par exemple. Les projets tutorés, ça aussi, vous pouvez le mettre en place dans vos parcours de formation. C'est-à-dire que vous avez formé un groupe, vous les challengez sur un projet.
On le retrouve souvent dans les formations d'intrapreneuriat. J'ai été sensibilisé à ce que c'est l'entrepreneuriat. Je mets en pratique chez moi avec un parcours tutoré à côté. Et puis avoir du feedback tous les jours associés. Si vous voulez les supports, je pourrais vous le partager, il n'y a pas de souci. Je mettrai un lien pour vous remercier. Pour mettre en place la démarche d'hybridation, il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'abord faire déjà un diagnostic de mon offre de formation et qu'est-ce qui est compatible ou non avec l'hybridation. On va partir un peu de ça et quel format je vais retenir. Ce qui est important, c'est aussi éventuellement de commencer par un pilote. Vous prenez une action de formation, vous testez, vous regardez les impacts avant de généraliser sur d'autres formations. Ça, c'est la première étape. Sur la partie technologique, ben voilà, quel LMS je vais utiliser, quel outil de visio. Alors, nous, par exemple, chez nous, il y a un petit bouton qui permet d'avoir une classe virtuelle gratuitement sur un outil du marché. Par contre, il n'y a pas les retours en temps réel. Ben, si vous travaillez qu'avec des financeurs publics, mieux vaut travailler avec un Teams, un Zoom ou un autre. Comme ça, vous pouvez exporter. Nous, par exemple, dans notre OF, on a été contrôlé 2 ans après. Zoom n'avait pas sauvegardé les sessions qu'on avait fait en 2021. Dans notre process qualité aujourd'hui, on les télécharge après la formation, on les stocke dans Kero. Comme ça, si on a un audit 2 ans plus tard, on est bon. Le social learning, la réflexion, tout à l'heure j'évoquais un peu les démarches. C'est plutôt, voilà, est-ce que je mets en place un Slack parce que je veux créer vraiment une communauté? Donc le sujet de la communauté, c'est intéressant parce que vous allez faire vivre vos anciens clients autour de votre contenu. Et donc vous pourrez peut-être les faire revenir et après ils pourront discuter entre eux. Donc on peut avoir des channels qui sont ouverts que pour une promo et des channels publics où chacun partage. Voilà. Donc là on fait vraiment vivre une communauté. Et finalement c'est une forme d'apprentissage, hein, cette partie social selling, parce qu'on partage en continu. Étape suivante. Ah, la formation des formateurs. Bon, on ne va pas parler d'éducation parce que la phrase classique dans l'éducation, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas été formé. Eh bien là, avec les formateurs, il y a quand même un peu de conduite du changement à faire. Et il va falloir former éventuellement vos formateurs pour leur expliquer comment on anime à distance éventuellement, comment on combine l'hybridation. Donc il y a vraiment aussi un travail à faire avec vos formateurs internes et externes pour la généralisation. Et puis, bien sûr, on est en amélioration continue, on est en boucle, et puis vous allez perfectionner vos contenus de formation. Petit chiffre clé que je vous repartage. Voilà, les projets de formation hybride, quand on passe par un projet pilote, on a 45% de chances de succès autour de cette transition hybride. Voilà. Donc, les projets pilotes, c'est extrêmement important. En synthèse sur ce point-là, on a 3 défis à relever. Le premier, c'est la résistance au changement. À la fois les formateurs, j'ai toujours formé comme ça marche très bien, pourquoi pas faire autrement? Voilà, donc il faut leur expliquer c'est quoi les enjeux. Et puis là aussi, c'est si vous êtes travaillé avec des sous-traitants, c'est important de leur rappeler qui est client. Le client, ce n'est pas l'utilisateur final, c'est l'organisme de formation. Donc aussi, on est dans une dynamique de partenariat. Et donc, si on veut continuer ensemble, grandissez avec nous et apprenez l'hybridation. Le deuxième choix, deuxième défi, c'est toute la partie technologique. Et le troisième, ça on le fait de plus en plus, c'est je dois mesurer l'impact. Et en fait, dans le processus d'amélioration continue avec les feedbacks, etc., on évalue de plus en plus l'impact de nos formations. Alors, je ne vais pas vous faire une démo de Kero. Hein. Kero, on est un outil LMS avec gestion administrative automatisée. On s'adresse aux organismes de formation et aux formateurs indépendants. Et dans la partie LMS, en fait, on a toutes les modalités qui vont vous permettre d'aller vers l'hybridation. Je vais les résumer au fur et à mesure, mais ça va vous donner une idée de ce que vous allez pouvoir faire. Entretien, c'est comme Doodle. Le formateur va proposer des créneaux pour des rendez-vous individuels ou collectifs. Donc ça, c'est très bien pour la partie suivi post-formation. Le premier au niveau des stagiaires, le premier arrivé, le premier servi. J'ai bloqué un créneau, le formateur valide, ça se met dans l'agenda des deux sur Kero. Et dans sa boîte email, Outlook, Gmail et autres. Donc ça évite tous les problèmes d'organisation côté OF pour gérer les agendas. Le formateur, il est autonome. Diagnostic, c'est pour des tests autocorrigés. Évaluation par un tiers, on parle d'impact.
eh bien là, c'est le formateur qui vient évaluer apprenant par apprenant. Et on aura bientôt l'évaluation entre pairs dans Kero. Donc ça aussi, c'est important pour venir compléter à ce niveau-là. Certification, ça vous permet d'avoir un simulateur d'examen. Si la finalité, c'est de reconduire vos collaborateurs sur une certification donnée, pas besoin d'acheter un examen sur étagère pour les préparer. Vous avez un propre simulateur chez vous. Les évaluations de qualité, c'est connu. Challenge, vous avez une formation qui est échelonnée dans le temps. Ça vous permet de donner des engagements ou des consignes d'ici le prochain rendez-vous. Voilà, essayez d'engager les apprenants. Cours et quiz, c'est notre outil e-learning intégré. Classe virtuelle par rapport aux obligations, notamment d'émergement. Ressources externes, je pourrais pointer vers des intranets ou tout outil externe. Exemple, moi, plein de fois, je me suis fait avoir par Klaxoon. Je pensais qu'il fallait créer un compte. Bah non, je clique dessus, j'arrive directement dans le board. Voilà. Puis surtout, il n'y a pas besoin de chercher où se trouve le lien. Je l'ai directement. Les capsules SCORM. Le SCORM, qui utilise le SCORM parmi vous? Ah, ça s'améliore quand même. On est à 20% d'utilisation de SCORM. Moi, en tant qu'éditeur, vis-à-vis des OF, je passe mon temps à expliquer c'est quoi le SCORM. Donc, on est en progression, mais ce n'est pas encore un outil pédagogique très utilisé. En 2 mots, on peut prendre un PowerPoint, on le convertit en SCORM, c'est intégré dans la partie LMS. 2, ça embarque votre identité visuelle. 2, ça sécurise votre document, on ne peut pas le télécharger. 3, vous savez si le stagiaire l'a regardé à 70, 80 ou 100%, s'il y a une capsule dedans, s'il y a un questionnaire dedans, je peux récupérer le score associé. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous mettez un document PDF, bah nous, on va vous dire s'il l'a lu ou pas, mais on ne va pas vous dire s'il a lu 5 pages ou 500 pages. Voilà. Donc ça, c'est bien pour suivre l'assiduité et l'engagement des participants. La partie exercice, j'ai un énoncé. Je pourrais prendre un espace libre. Alors, comment c'est utilisé aujourd'hui? Souvent, c'est, tiens, essaye de faire ça en situation de travail. Tu peux te filmer, tu peux faire un screencast. Tu uploads ta vidéo enregistrée et le formateur est averti et va venir annoter, commenter ce que tu as fait. Donc ça, c'est pas mal si vous avez aussi un sujet que je n'ai pas évoqué, qui est l'AFEST. Donc si vous formez un peu en situation de travail, ça permet à l'apprenant de se filmer ou de filmer le résultat de son travail et de le partager avec son formateur. Et vidéo et documents classiques sur d'autres modalités. Voilà. Au final, ce qui est intéressant, c'est le retour à la fois des apprenants et des formateurs. Donc, côté apprenant, voilà, les formats hybrides m'ont permis de concilier formation et travail. En effet, aujourd'hui, on se forme en continu. Nous, par exemple, on est en train de développer une application mobile avec du micro-doing et de l'IA à l'intérieur pour permettre à chacun d'aller apprendre au quotidien avec des challenges, etc. Exemple, je suis un nouveau manager. J'ai un challenge sur mes 100 premiers jours en tant que manager avec du contenu et du micro-doing à côté. Autre retour, j'étais sceptique. Il y a un peu de conduite du changement. Là, pareil, côté stagiaire, ça évolue. Et finalement, à la fin de la formation hybride, le stagiaire est plutôt convaincu. J'ai repartagé des verbatims de formateurs, puisqu'on parlait aussi de conduite de changement vis-à-vis des formateurs. La vie a changé dans le temps. Pourtant, on est sur des gens qui sont en management et en transformation digitale. Donc, normalement, des formateurs assez à jour en termes de compétences, de soft skills et de technologie. Et leur comportement a évolué. Tout ça fait que le chiffre à retenir, c'est que vous avez 25% d'engagement en plus lorsque vous faites des formations hybrides. 25% en plus d'engagement, de satisfaction avec vos apprenants. Voilà, si vous cherchez à vous rapprocher du 10 sur 10, l'hybridation peut vous y aider. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Rapidement, je ne vais pas... Hop. Ah, je suis encore dans le vert. Je suis encore dans le vert. Est-ce que vous avez des questions? Qui utilise l'hybridation aujourd'hui? Voilà. Est-ce que vous voulez me partager un exemple? Qui mélange classe virtuelle, e-learning, présentiel, avec des ateliers de co-développement également. Donc, vous êtes déjà sur la bonne pratique. Vous êtes en avance. Un autre cas à partager? Est-ce qu'on est sur des formations un peu techniques ou pas? Monsieur? Vous formez sur quoi à l'hybridation? Les métiers de l'ingénierie. Le dispositif est constitué comment?
Alors, il y a du présentiel avec de la manipulation des exercices, des séquences de renforcement à distance et du mobile learning. On est parfait. Mais j'ai vraiment que des bons élèves, hein. Quelqu'un d'autre veut partager? Madame? Non? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va en rester là. Je vais juste vous partager deux choses. J'ai mis en place les mercredis de la formation. C'est destiné aux formateurs indépendants et aux organismes de formation. On aborde des sujets qui nous concernent, parce que nous, quand je dis nous, je suis aussi organisme de formation. Donc on va aborder la RGPD et les OF, on va aborder le marketing, l'IA, l'automation, parce que souvent on parle d'IA, mais il ne faut pas oublier l'automation à côté. C'est important. Et puis plein d'autres sujets. Et puis on met en place cette année aussi des cycles de formation pour les EF qui veulent venir se former. Puis après, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Pour découvrir Kero, c'est là-bas. Voilà, Monsieur Tablier, vous vous souviendrez de moi, c'est sur ma carte. Et je vous donne rendez-vous tous les jeudis en démo si vous voulez découvrir Kero, si vous n'avez pas eu l'occasion, et sinon sur les réseaux sociaux, etc. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonne fin de salon. Au revoir.